Lithium, cuivre, zinc ou or. Autant de ressources minérales qui suscitent les convoitises. De ces trésors extraits du sous-sol dépend notre avenir technologique. C'est un enjeu qui est toujours au premier plan. Quoi qu'on veuille produire, il faut disposer des matières premières nécessaires. La Mongolie est l'un des 10 pays au monde dotés des réserves souterraines les plus abondantes. Des richesses exploitées par de grands groupes chinois, canadiens, russes ou encore australiens. L'Allemagne aurait pu en profiter elle aussi, car dans les années 1980, les géologues est-allemands avaient une longueur d'avance dans la prospection de minerais en Mongolie. À l'époque, on ne connaissait pas tous les tenants et aboutissants. Notre seul objectif était de trouver de l'or. En 1989, une mission est-allemande tenue secrète de longue date franchit une étape décisive. Elle met en évidence la présence de grandes quantités d'or à Boro, prête à l'extraction à faible profondeur. Il y avait plus de 40 tonnes d'or. Il allait de soi qu'on allait les extraire. Il est regrettable que les Allemands ne soient pas allés jusqu'au bout, surtout quand on pense aux ressources colossales que détient la Mongolie. La volonté était là. Il manquait la décision d'en haut. Des kilomètres de steppes et de grands espaces à perte de vue. Une capitale en plein essor qui contraste avec des campagnes pauvres. Frontalière de la Russie et de la Chine, la Mongolie est le deuxième plus grand pays enclavé au monde. Malgré une superficie représentant le triple de la France métropolitaine, elle compte à peine 3,5 millions d'habitants. Le géologue Friederacker a passé 5 années de sa vie ici, dont quelques-unes avec son épouse Solongo. Né à Freiberg, en Saxe, dans l'ex-Allemagne de l'Est, il a fait partie de la spectaculaire mission de prospection minière montée en son temps par la RDA. Le paysage en lui-même est fascinant. Rien n'arrête le regard. On peut voir à des kilomètres à la ronde. Et puis on respire. On ne se sent pas à l'étroit. Nous sommes à une centaine de kilomètres au nord de la capitale mongole, Ulan-Bator. Dans les années 1980, cette steppe désertique accueille un vaste camp d'expédition composé de yourtes, de baraquements et de caravanes. Missionnés par une RDA en déclin, des dizaines d'experts est-allemands travaillent ici. Ces géologues étaient alors loin d'imaginer que la RDA allait bientôt disparaître. De retour en Mongolie, Friederacker est sur les traces du passé. Par ici, c'était nos quartiers. À l'autre bout, il y avait les archives. Et derrière, ce qu'on appelait le coin lecture. Officiellement, le centre d'éducation politique. Il y en avait dans tous les bâtiments. En réalité, c'est là qu'on faisait la fête et qu'on allait danser. Des distractions bienvenues pour les géologues qui subissent les chaleurs extrêmes, les vents violents et les fortes gelées. À quelques kilomètres du camp, Friederacker et ses collègues explorent le sous-sol dans l'espoir d'y trouver de l'or. Regarde, un morceau de carotte. Pourtant, on forait un peu plus loin. Il y a encore des sulfures. Une petite veine de quartz avec des traces de sulfure. Ah tiens, du granit. C'était ça son travail. Il fendait les échantillons. Concrètement, on avait un outil en fer avec une pointe au milieu. On disposait la carotte comme ça, et clac, elle se séparait en 2 parties. Des spécialistes envoyés par le combinat de recherche et de prospection géologique de Halle, mais aussi des géophysiciens, des ingénieurs et des mineurs venus de Saxe, travaillent avec leurs homologues de Mongolie. Ensemble, ils analysent, cartographient, calculent. Si l'Allemagne de l'Est a détaché une telle mission à 8000 km de son territoire, c'est qu'elle convoite les richesses du sous-sol mongol pour relancer son économie.
La RDA appartenait au bloc communiste, dont l'un des piliers doctrinaux était l'indépendance vis-à-vis du reste du monde, et notamment de l'Occident. C'est pourquoi tous les pays s'efforçaient de sécuriser leur approvisionnement en matières premières, y compris la Mongolie d'ailleurs. Pour l'Allemagne de l'Est, l'étain était par exemple un métal stratégique et prioritaire. Elle coopérait donc avec différents pays en développement, tels que le Yémen, le Mozambique ou Cuba, pour se fournir en charbon, en tantale, en étain ou en nickel. Toutes ces matières que la RDA convoitait et dont elle ne disposait pas, ou en quantité insuffisante. La Mongolie est un partenaire de choix, dont le sous-sol regorge de wolframite, de charbon, de cuivre, d'uranium et de pétrole, sans oublier l'or. Le Fonds monétaire international évalue les réserves de matières premières du pays à 3 milliards de dollars. Il fait partie des 10 États les plus riches en ressources au monde. Pour l'ancien ministre mongol des Mines et de la Géologie, Kurt Schwagin, ces ressources sont une bénédiction. Il y a très peu de forêts en Mongolie. La couverture végétale est mince. Et la richesse géologique est donc quasiment à nu. De nombreux géologues disent que c'est un musée. Toute personne qui s'intéresse aux minéraux constatera que les 108 éléments du tableau de Mendeleïev sont présents chez nous. Aucune ressource naturelle ne manque. Berlin-Est s'intéresse très tôt à ces richesses et envoie une première délégation en Mongolie en 1962. 6 mois durant, géologues et cartographes explorent la steppe sableuse. Leur rapport indique que les gisements aurifères sont particulièrement prometteurs. Un accord est signé en 1965 et une expédition voit le jour. Dans mon entreprise, j'ai vu une annonce sur le tableau d'affichage. Recherche géologue expérimenté pour cartographie régionale. Projet de 1 à 3 ans. Conditions exigées, bonne santé, connaissances spécialisées et dynamisme. Attiré par cette promesse d'aventure, Klaus Missling est l'un des premiers à se porter volontaire. Il gagne Ulan-Bator par avion, après une escale à Moscou, et se retrouve dans un pays lointain et étranger. Dans un élan de romantisme, j'ai commencé par m'acheter un sac de marin. Un objet fabuleux, avec son ouverture sur le dessus, dans lequel on pouvait mettre énormément de choses. Il m'a accompagné durant toutes ces années là-bas. À l'époque, la topographie de la Mongolie est encore méconnue et le pays manque d'infrastructures. Les géologues se retrouvent face à des zones gigantesques à explorer et à cartographier. On parcourait entre 8 et 25 km par jour à pied. Et même si on disposait d'une carte, il n'y avait pas un arbre ou un buisson pour se repérer. Ni panneaux, ni route. Seulement quelques pistes qui partaient dans toutes les directions. Et tout ça par une chaleur extrême. Dès que ça grimpait, les gouttes de sueur qui nous coulaient sur le visage s'évaporaient instantanément quand elles tombaient sur les pierres. L'exploitation du sous-sol mongol commence au début du XXe siècle, à main nue ou avec des outils rudimentaires. Longtemps, la culture nomade et la prévalence du bouddhisme rendaient cela impensable. Désormais, ces ressources pourraient être un moyen de sortir le pays de la pauvreté. Pour ce faire,
la République populaire de Mongolie sollicite l'aide des États frères du bloc de l'Est. Dans les années 1960, l'économie mongole était très pauvre. Il n'y avait guère de spécialistes compétents. Bien que l'université d'État mongole, fondée en 1943, ait commencé à former des spécialistes, on y enseignait surtout l'économie, l'histoire, la littérature et la pédagogie, mais pas l'ingénierie. Les spécialistes, c'est la RDA qui va les fournir. Et Klaus Missling est l'un d'eux. Dans ce milieu hostile, il apprend à se contenter de pain, de conserves et de bière pour se nourrir. La canne à pêche qu'il a emportée lui permet de varier un peu les menus. Malgré le charme de l'aventure, ces mois d'expédition sont surtout épuisants. Il y avait la sécheresse et les tempêtes de sable. On a même essuyé une tornade un jour. On s'est retrouvé dans un nuage de sable inimaginable qui a tout secoué, renversé nos yourtes et ravagé le campement. La cabane où on travaillait a été balayée. C'était horrible. Même les plus solides piquets des tentes s'étaient tordus. Ça n'a duré que quelques secondes, mais c'était éprouvant. Et on s'est presque tous exclamé « Plus jamais on ne reviendra ». Mais pas question de baisser les bras, dans la logique du régime. Pas même quand la peste se déclare sur place. Un vaccin est rapidement importé depuis l'Union soviétique par des filières confidentielles, et une soixantaine de chercheurs d'or est-allemands reçoivent la précieuse injection. C'est un médecin mongol qui nous a vaccinés. Le contre-coup a été rude. Les 3 premiers jours, les gens tombaient comme des mouches. On n'était que 3 ou 4 à tenir bon. On devait donner à manger aux autres, qui étaient complètement à plat. Ils avaient les jambes gonflées, des effets inimaginables. Il s'avérera par la suite que l'équipe allemande a reçu des doses de vaccins 7 fois supérieures à la normale. Les géologues envoyés 20 ans plus tard ne sont plus confrontés aux mêmes difficultés. C'est une entreprise scientifique étatique bien organisée qui prend le relais des premiers travaux de prospection. Dans les années 1980, l'expédition germano-mongole compte plus de 400 participants, dont 80 professionnels est-allemands. Pour Friederacker, les conditions de vie sont très différentes de celles de ses prédécesseurs. Ici, c'était l'espace détente. C'est profond. Oui. Il y avait un sous-sol tout du long. La citerne se trouvait devant, je crois. Les douches des hommes de ce côté, celles des femmes de l'autre. On avait aussi un petit labo photo. Au sous-sol, c'était le réfectoire. On avait même un fumoir où on fumait le jambon et le lard des porcs qu'on élevait. Le campement est installé à des kilomètres de la localité la plus proche, Barunkara. Les autochtones s'étonnent sans doute de cet assemblage de yourtes, de caravanes et de baraques en bois, perdus sur un haut plateau battu par les vents. Il fallait un terrain à peu près plat, et puis de l'électricité, bien sûr. Le courant venait de la plaine, et ils avaient tiré les câbles le plus loin possible, vraiment au maximum. Même comme ça, on avait régulièrement des coupures. Un groupe électrogène prenait alors le relais. Mais il n'était pas assez puissant, alors on éteignait le chauffage dans les caravanes. C'est aussi pour ça qu'en hiver, on limitait le nombre de personnes ici. Quand arrive la saison froide, la plupart des foreurs, géomètres et ingénieurs sont renvoyés en RDA. Il ne reste qu'un noyau dur de 6 à 8 personnes, dont fait partie Friederacker. Au soleil, ce froid sec restait agréable,
même par moins de 30 degrés. Ça devenait pénible quand le temps se couvrait ou quand le vent se levait. Mais dans l'ensemble, on s'en accommodait. On portait des vestes molletonnées de l'armée, qui constituaient une sorte d'uniforme. Elles étaient bien pratiques. Les experts ne ménagent pas leurs efforts pour la cause commune. En 1962, la télévision est-allemande expose au grand public les raisons de leur présence dans ce lointain pays d'Asie. Guten Abend, meine sehr verehrten Zuschauer. Wir bringen Ihnen nun wieder eine neue Folge unserer Wirtschaftssendung, und zwar heute zu dem Thema der Rat der Freunde. Il s'agit en réalité du Conseil d'aide économique mutuelle, également appelé Comecon. C'est la réponse du bloc de l'Est au resserrement des liens entre les pays d'Europe occidentale et les États-Unis. En pleine guerre froide, cette alliance se veut un rempart contre l'Ouest, une démonstration de force et de puissance économique, mais aussi l'amorce d'un marché mondial socialiste. Die 16. Tagung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe im Juni 1962 in Moskau brachte den Beginn einer neuen, höheren Stufe der ökonomischen Zusammenarbeit. Im Januar 1949 wurde der Rat gegründet. Seit September 1950 ist die DDR gleichberechtigtes Mitglied. Und jetzt auch die Mongolische Volksrepublik. Les géologues travaillent dans le cadre des accords politiques conclus entre leurs deux pays et accomplissent leurs devoirs au sein de cette union des États socialistes. La pensée internationaliste était au centre de tout, parfois de façon exacerbée. Mais il s'agissait aussi d'apporter une aide, et on a formé ici, à l'époque, de très nombreux Mongols, aussi bien à l'école des mines de Freiberg qu'en entreprise. Officiellement, la RDA voulait à l'époque dépasser la RFA sans la rattraper, c'est-à-dire adopter sa propre voie de développement. On ne l'a pas dépassée. Mais au sein du camp socialiste, on cultivait beaucoup la coopération et la division du travail. Au-delà des opérations de prospection, la RDA contribue aussi au développement de son partenaire. Plus d'1 millier de vaches laitières ainsi que des installations de traite sont envoyées en Mongolie pour dynamiser l'élevage. Aujourd'hui encore, leurs descendantes pacachent tranquillement dans les prairies sauvages, non loin de Bornour. On dirait que c'est l'entente internationale des vaches, allemandes, blanches à taches noires et mongoles. Elles ont rencontré un certain succès ici, parce qu'elles donnaient beaucoup de lait. On en croisait partout à l'époque, dès qu'on prenait la voiture. Elles étaient très nombreuses. Très prisées de nos jours encore, ces vaches importées d'Allemagne de l'Est fournissent chacune environ 24 litres de lait par jour. Il dit que ses parents avaient des vaches allemandes. Sa mère s'occupait de la traite. Ces vaches ont marqué toute son enfance. Dans les années 1970, la RDA envoie toutes sortes de spécialistes en République populaire de Mongolie. Des ingénieurs en mécanique, mais aussi des agriculteurs ou des bouchers. La vitrine de cette coopération, la ferme d'État Ernst Thälmann, du nom d'une figure du Parti communiste d'Allemagne. Ces vastes serres sont encore en service aujourd'hui. L'exploitation fournit légumes et viandes aux géologues et offre un décor idéal pour les visites d'État. Le pouvoir est-allemand s'autocongratule pour son engagement à l'étranger. Der zweite Tag des offiziellen Freundschaftsbesuches Erich Honeckers in der Mongolischen Volksrepublik beginnt mit einer 110 Kilometer langen Autofahrt aus Ulaanbaatar in Richtung Norden. Ziel der Reise ist das Staatsgut Ernst Thälmann in der Ortschaft Bornur. Und da ist alles auf den Beinen. Alle 800 Beschäftigten des Staatsgutes mit Frau und Kind. Die hier tätigen Landwirtschaftsfachleute aus der DDR und Mitglieder der unweit arbeitenden gemeinsamen geologischen Expedition DDR-MVR sind vor dem Leitungsgebäude des Staatsgutes versammelt. C'était à la fin de l'automne. En hiver, il y avait de la neige.
On y est allé en voiture, tous les géologues de Boro. À 15 véhicules tout-terrain. La visite a été retransmise en intégralité à la télévision. Il y avait des ambassadeurs, des Allemands, des experts, et toi aussi, avec les enfants. Oui, je suis allé à l'aéroport pour dire au revoir à la délégation. Les distractions étaient rares. Morgen werden wir das langfristige Programm der Entwicklung der wirtschaftlichen und wissenschaftlich-technischen Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Mongolischen Volksrepublik bis zum Jahre 2000 unterzeichnen. Damit wird in den ökonomischen Beziehungen zwischen unseren Staaten eine neue Etappe eingeleitet. À Oulan-Bator, la RDA finance aussi des installations. Une usine de tapis, une manufacture de porcelaine ou encore un abattoir d'État. En retour, elle compte bien profiter des ressources souterraines de la Mongolie. Toutes les opérations de prospection géologique sont préfinancées au moyen de crédits. Dans le domaine des matières premières, la mission mongole devient le projet international numéro 1 pour Berlin-Est. En 1973, un accord intergouvernemental vient sceller la poursuite de cette coopération. Mais la mission de prospection change de nature. La Mongolie a pris de l'assurance. Ils voulaient instaurer un nouveau type de partenariat, ce qui a abouti à une nouvelle expédition à parts égales. 50-50 pour le financement comme pour les moyens humains. De longues listes de matériel ont été établies. La contribution respective de la RDA et celle de la Mongolie étaient détaillées dans tous les domaines. On a complété là où il le fallait pour que le projet tienne debout. Dans les années 1970, la Mongolie connaît un essor économique qui la pousse à s'affirmer face à la RDA. Désormais, les mises et les gains sont partagés dans un esprit fraternel et socialiste. Nul ne se doute qu'après la réunification, cette répartition s'avérera défavorable pour les Allemands de l'Est. De leur côté, les géologues est-allemands peuvent désormais faire venir leur famille. Angelika, l'épouse de Klaus Missling, troque ainsi son poste de professeur de russe en RDA contre un nouveau travail à Oulan-Bator. On m'a embauché comme gestionnaire des conditions de travail et de vie. Comme l'a dit mon père à l'époque, on m'avait trouvé un sacré truc. Voilà pour mon travail. Mais j'assurais aussi la coordination entre l'expédition et Oulan-Bator. Il s'agissait d'établir des contacts avec l'ambassade, avec le ministère des Mines et de la Géologie, avec le laboratoire central. J'ai assumé ce rôle avec enthousiasme, convaincu qu'on allait y arriver. Nouvelles mœurs, nouvelle langue, nouvelle culture. Les premières semaines en Mongolie sont rudes pour les proches. Pendant que son mari travaille sur le terrain, Angelika Missling aménage leur logement dans la capitale et fait tout pour que leur fille Antje se sente bien chez elle. Un jour, en fin d'après-midi, j'étais sortie faire des courses avec Antje. On est passé devant une boutique qui exposait une tarte en vitrine. Antje a dit « Maman, on en achète ?» J'ai répondu « Bien sûr, on va prendre 2 parts et on les mangera à la maison. » C'est ce qu'on a fait, mais on s'est rendu compte que la tarte était salée. Une belle tarte, mais bon. Afin qu'elles ne se sentent pas trop isolées, les familles est-allemandes se voient attribuer des appartements dans un quartier flambant neuf où résident d'autres travailleurs venus des pays du Comecon. Une enclave en terre étrangère. Un couple de Berlinois avec 2 enfants emménage bientôt à côté de la famille Missling. Antje Reisman a 6 ans quand ses parents s'installent en République populaire de Mongolie. Alors,
J'ai quelques photos là. Ces deux-là montrent le carré, le bloc résidentiel où on habitait. C'était un ensemble assez vaste. L'hiver, la municipalité y installait une patinoire. On en profitait bien. La surface restait gelée tout l'hiver. Et des ressortissants de tous les pays se retrouvaient sur cette patinoire. On avait un kit bizarre, censé permettre de monter les patins et de les fixer aux chaussures. Mais ça ne marchait pas très bien. Vous l'aurez compris, ce n'est pas là que j'ai appris à patiner, même si mon frère s'est donné beaucoup de mal pour m'initier. La RDA fournit à son personnel expatrié des meubles et un équipement de base. Une maternelle est également mise à disposition. L'école primaire est assurée par l'ambassade est-allemande. C'est à Ulaanbaatar qu'Antje fait sa première rentrée scolaire en 1974. Loin de chez soi, on se retrouve entre compatriotes pour perpétuer les traditions, fêter Noël et célébrer les anniversaires. On avait la possibilité de se faire livrer différents articles à domicile. On pouvait commander du lait, par exemple. C'était pratique pour les familles avec des enfants en bas âge. On recevait aussi des fruits, et même des fruits exotiques, auxquels on n'aurait peut-être pas eu accès en RDA. Les produits frais arrivaient par avion une fois par mois. Oui, je me rendais compte qu'on n'avait pas la même vie que tout le monde et qu'on était un peu privilégiés. Déjà, on habitait dans des immeubles en dur, ce qui n'était pas le cas de la majorité des Mongols. Si je me souviens bien, la plupart d'entre eux étaient installés dans des quartiers de yourtes, à la périphérie de la ville. Ils vivaient dans la pauvreté, en tout cas dans des conditions bien moins favorables que les nôtres. Pays en développement, la Mongolie est aux petits soins pour ses experts étrangers, dont le travail est exigeant et le quotidien moins confortable qu'en Europe. Le géochimiste Werner Pelchen est souvent sur le terrain, ce qui implique de loger plusieurs semaines d'affilée sous la tente. En Europe centrale, les géologues bénéficient d'excellentes conditions de travail, c'est indéniable. Mais il manque ce qui fait tout le sel du métier. Le fait d'aller passer de longues périodes sur le terrain, d'y vivre et d'y travailler. Généralement, dans le cadre d'une mission, on rentre chez soi tous les soirs, ou après 2 ou 3 jours. Les roches et les minéraux prélevés sont analysés au laboratoire central d'Ulaanbaatar grâce aux spécialistes et au matériel mis à disposition par la RDA. Dès qu'un gisement prometteur est identifié, les échantillons sont envoyés en Allemagne de l'Est pour être étudiés de plus près dans le plus grand secret. Les conclusions de nos travaux étaient confidentielles. L'estimation des quantités de ressources, les concentrations, tous les éléments intéressants d'un point de vue économique. Les Mongols ne tenaient pas non plus à ce que le produit de nos recherches soit rendu public. Ce serait la même chose aujourd'hui, du reste. L'or est au centre de toutes les attentions. La présence d'un premier gisement à Boro est confirmée. Mais le projet s'enlise soudain, car dans les années 1970, le statut de l'or évolue. Le précieux métal ne sert plus d'étalon monétaire international et les États ont moins de raisons de vouloir en acquérir. La prospection et l'extraction aurifère cessent d'être rentables, pour le moment en tout cas. Alors, l'expédition s'enfonce plus loin dans les terres mongoles, à la recherche d'autres ressources, telles que le cuivre ou le zinc. Les échantillons sont parfois prélevés à plusieurs centaines de kilomètres de la capitale. Dans l'est du pays, l'équipe mise sur la présence de zinc, un métal très prisé. Mais au terme d'innombrables forages, c'est la déception. Les quantités sont insuffisantes pour une exploitation industrielle.
À ce stade, voilà déjà 20 ans que les géologues persévèrent, malgré les caprices du climat mongol et les températures extrêmes. Au début des années 1980, nouveau revirement. Le cours international de l'or est au plus haut. Les gisements précédemment délaissés redeviennent donc intéressants. En 1982, l'expédition parcourt 800 km pour se relocaliser à Boro, avec ses caravanes, ses engins lourds, son matériel et son parc de véhicules. Frieder Acker est toujours de l'aventure. Si je me souviens bien, le gisement était par là, au niveau de ces montagnes. Une petite partie du site se trouvait de ce côté, vers la route. Et l'essentiel, avec l'atelier de traitement et les quartiers de l'expédition, se situait 3 ou 4 kilomètres plus loin. Surprise, le haut plateau est couvert de tentes. La visite de Frieder Acker ne passe pas inaperçue. Ses anciens collègues ont décidé d'organiser une petite fête en l'honneur de l'amitié germano-mongole. C'est Chasmin, la femme de notre géologue en chef. Elle était responsable des archives. C'est elle qui prenait soin de nous. On m'avait prévenu qu'il y aurait du monde, mais je ne m'attendais pas à ça. C'est super cette grande réunion. Ils sont nombreux à avoir fait le déplacement. Dans l'ensemble, ce ne sont pas des gens d'ici, ni même d'Oulan-Bator. Ils viennent des 4 coins du pays. C'est comme une réunion d'anciens élèves, où on se dit « C'était qui lui déjà ?» Les souvenirs reviennent, on reconnaît les uns et les autres. C'est vraiment une chance pour moi de vivre ça. Et sans ce tournage, je n'en aurais pas eu l'occasion. Dans les collines verdoyantes de la steppe, là où se dressaient autrefois les yourtes et les caravanes de l'expédition, on célèbre l'âge d'or de la coopération germano-mongole au sein du Comecon. Parmi les Mongols, certains géologues ont fait leurs études à Freiberg, en Saxe, tandis que les ouvriers spécialisés ont appris le forage dans les monts métallifères. Cette fête en souvenir du bon vieux temps et en l'honneur de Frieder Acker est placée sous le signe de la couronne, du marteau et du compas, les emblèmes de l'ex-RDA. Made in Germany. C'est allemand. Nous, les géologues, on utilisait ces marteaux. C'est de très bonne qualité. Et ce compas vient de l'usine de mécanique de précision de Freiberg. Grâce à ces instruments et à leurs connaissances communes, les équipes allemandes et mongoles ont mis au jour des trésors. On avait réalisé des forages et creusé une galerie. À l'intérieur, on a découvert une veine de quartz présentant des traces d'or. Eric Honecker a dû en emporter un morceau. C'est la signature de Frieder. Certificat pour engagement socialiste. Sans doute pour le morceau de quartz qu'elle avait trouvé. Voilà à quoi ressemblait le site de forage. On rangeait le matériel dans ces wagons là derrière. Entre 1982 et 1988, les géologues multiplient les forages dans le sous-sol de Boro, creusant parfois à plus de 300 mètres de profondeur pour sonder les gisements aurifères. On réalisait 6000 mètres de carottage par an, au moyen de 5 ou 6 engins. Ça mobilisait beaucoup de monde.
Et on ne chômait pas. On savourait le peu de temps libre qu'on avait en s'asseyant tranquillement dehors. Solongo est née en Mongolie. C'est à Moscou qu'elle rencontre Frieder, alors qu'ils sont tous deux étudiants. Ils se marient et fondent une famille en RDA. En 1985, Frieder est envoyé en République populaire de Mongolie. Solongo le rejoint quelques mois plus tard avec leurs 2 enfants. Logés dans une caravane sur le campement, ils prennent leur marque. Le cadre est spartiate, mais ils sont débrouillards. On y accédait par quelques marches qui donnaient dans une petite entrée. Il y avait un réfrigérateur, des étagères au-dessus et le fin du fin, un lavabo. Tout le monde en avait un. Mais nous, on avait une bonbonne d'eau munie d'une pompe qu'on avait récupérée sur les essuie-glaces d'un camion. Il suffisait d'appuyer avec le pied et l'eau coulait par un fin tuyau. Comme ça, on pouvait se laver les mains normalement. Les 2 enfants vont à l'école maternelle de l'expédition, surnommée le wagon. Frieder Acker prend bientôt la direction de la mission en tant que géologue en chef, tandis que son épouse répertorie les forages. Je m'asseyais, j'inspectais les carottes et je les étiquetais. Longueur, type de roche, et ainsi de suite. Solongo a beau être géologue elle aussi, elle ne peut accéder à de plus hautes responsabilités. Dès lors que des réserves d'or sont en jeu, seuls les Allemands de l'Est sont dans la confidence. C'est un peu dommage. Si j'avais voulu faire carrière, je n'aurais pas pu, parce que j'étais étrangère. Aujourd'hui, ça paraît très bizarre. C'était la politique de l'époque. La RDA veut enfin récolter les fruits de cette expédition qui s'éternise, et elle met la pression sur ses chercheurs. Ceux-ci rédigent leur rapport final sur les gisements aurifères de Boro en 1989. Mais tandis qu'ils planchent sur la pureté du métal et le volume des réserves, de grands bouleversements politiques s'annoncent en Allemagne de l'Est. Ça ne me préoccupait pas plus que ça. On était dans la dernière ligne droite et on avait estimé les réserves d'or à environ 43 tonnes. Autrement dit, c'était des ressources exploitables. Le rapport a été remis fin octobre. On a encore eu la confirmation que le gisement serait exploité conjointement avec les Mongols. 43 tonnes d'or, dont la moitié revient à la RDA. Mais le vent tourne, inexorablement. À présent, les géologues expatriés suivent l'évolution de la situation avec enthousiasme. Mais non sans inquiétude. Les discussions animées alternent avec les silences pesants. On se tenait au courant de ce qui se passait dans notre pays. On lisait les journaux, même si on les recevait avec un peu de retard. On s'informait surtout par la Deutsche Welle, la radio internationale ouest-allemande. Enfin, en ce qui me concerne, en tout cas. Mais on se demandait ce qui se passait vraiment. Et comment tout ça allait se terminer. En 1989, la RDA et la Mongolie planifient encore ensemble l'exploitation industrielle du gisement. Mais dès 1990, la réunification rend caducs les traités et accords internationaux conclus par l'Allemagne de l'Est.
les entreprises d'État sont privatisées en toute hâte. Le combinat de recherche et de prospection géologique de Halle devient ainsi une société commerciale, sans que le sort du gisement de Boro ait été tranché. C'était comme une avalanche qui a tout balayé ici. Il n'y avait plus aucune coordination. Plus personne ne se sentait responsable. C'était le chaos. Il n'y a pas d'autre mot. Le rapport des géologues est-allemands est transmis au BGR, l'Institut fédéral des géosciences et des ressources naturelles de Hanovre, chargé de conseiller le gouvernement. Juste après la réunification, j'ai reçu un coup de fil du ministère fédéral de l'économie à Bonn. Le combinat de prospection de Halle voulait faire le point sur un projet à Boro. J'étais convié à la réunion car j'étais responsable des relations avec l'étranger en matière de ressources naturelles. Et la RDA, à l'époque, c'était encore l'étranger. Les discussions ne portent pas tant sur des questions de géologie que sur les problèmes de droit et de financement qui se posent. Ce projet titanesque financé par des fonds publics peine à trouver sa place dans l'économie de marché. Les géologues ne savent rien de ces tractations. À Boro, Andreas Barth a pris le relais à la tête de l'expédition. À l'ambassade, on voyait bien qu'il y avait de moins en moins de personnel. L'ambassadeur a fini lui aussi par s'en aller. Puis des diplomates d'Allemagne de l'Ouest sont arrivés. C'était une époque intéressante, mais compliquée, parce qu'on était dans le flou le plus complet. Le projet avait ses défauts, bien sûr. En particulier, il s'agissait d'une coentreprise à 50-50. Moi, je viens du secteur privé. Et quand deux entreprises s'associent à parts égales, il faut négocier pied à pied pour tenir compte de toutes les éventualités. Or, les traités d'amitié entre la Mongolie et la RDA n'abordaient pas tous les aspects. Je vois un autre écueil avec le recul. Les efforts conjoints de la RDA et de la Mongolie n'avaient jamais abouti à l'octroi de concessions. Le combinat de Halle ne pouvait pas s'appuyer sur cette base juridique. Les concessions étaient jugées superflues dans les traités conclus entre pays frères du bloc de l'Est. Mais au sein d'une économie de marché, il en va tout autrement. Ce sont deux systèmes politiques, deux visions du monde qui s'affrontent, broyant au passage le projet de Boro. D'autres pays se feront un plaisir d'exploiter l'or de la Mongolie. Je comprends la déconvenue, mais la République fédérale jugeait que l'exploitation minière ne faisait pas partie de ses prérogatives. Cette activité devait être menée par des acteurs industriels privés et non par les pouvoirs publics, qui devaient se contenter de les accompagner. C'était la confrontation de deux univers. Avec ses collègues, Friederacker a mis en évidence la présence de 43 tonnes d'or à Boro. Mais leurs travaux de longue haleine n'ont pas rapporté une once de métal précieux à l'Allemagne. Je peux prendre une photo? Dans les années 1990, les grands groupes ouest-allemands ne montrent aucun empressement à étendre leurs activités minières à l'international. Ils peuvent se procurer les matières premières dont ils ont besoin sur le marché mondial. De plus, l'extraction des richesses du sous-sol commence à poser un problème d'image avec la prise de conscience écologique. En 2004, l'entreprise canadienne Santerra Gold décroche le droit d'exploiter l'or de Boro. Alors que la Mongolie connaît de nombreux bouleversements, un contrat est signé extrêmement lucratif pour le groupe canadien et catastrophique pour son hôte. Il prévoit 3 ans d'exonération fiscale, puis des réductions substantielles, sans oublier la possibilité d'exporter l'or sans aucune limite. En tout, la société canadienne extrait plus de 50 tonnes de métal précieux. C'est dommage qu'on n'ait pas nous-mêmes mené ce projet à bien. Cela dit, ni la RDA ni la Mongolie ne possédaient la moindre expérience dans l'extraction de l'or. On y serait sûrement arrivé si le système avait perduré. Mais aujourd'hui, il ne pourrait plus exister. Ce n'est donc pas la peine de se lamenter. C'était une période difficile. La RDA, ou disons plutôt l'Allemagne pour rester dans l'actualité, a énormément perdu à cette époque.
Boros, ce n'était rien en comparaison du minerai de fer à Krivoy Rog, du gazoduc depuis l'Union soviétique ou des minerais de Camagüey à Cuba. La RDA avait prospecté et investi partout, mais en réalité, il s'agissait de fonds allemands. Et nos amis ouest-allemands voyaient les choses autrement. Ou plutôt, nos frères. Un frère, c'est pire qu'un ami. Le bilan est tout aussi négatif pour la Mongolie. Après cette longue parenthèse communiste, l'ancienne monarchie à la culture nomade et au mode de vie traditionnel entame une difficile transition vers le capitalisme et la démocratie. Dans ce pays coincé entre la Russie et la Chine, en proie à une corruption endémique, seule une petite élite vit confortablement grâce aux richesses nationales. Et si sa capitale est en plein essor, le tableau est assombri par les embouteillages incessants et les immenses quartiers pauvres en périphérie. La grande majorité des habitants ne profitent pas des trésors que renferme leur sous-sol. Un tiers de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Le paragraphe 1 de l'article 6 de la Constitution mongole stipule que les ressources naturelles sont soumises à la souveraineté nationale et à la protection de l'État. Autrement dit, le peuple a le droit de disposer de ses richesses. On ne peut pas puiser dans ces ressources sans référendum. Selon l'article 5 de la loi sur les ressources minérales, les ressources naturelles doivent être protégées au moyen de licences. Mais l'État les a privatisées et a vendu des licences, ce qui a conduit à la corruption. Aujourd'hui, 90% des richesses sont concentrées sur 0,1% de la population. Le marché des ressources minières en Mongolie se trouve aujourd'hui entre les mains d'une poignée de multinationales. Mais des mineurs et orpailleurs clandestins exercent aussi sur le terrain en toute illégalité. Membres de réseaux criminels pour certains, ils prennent tous les risques et creusent le sol de régions entières, principalement à la recherche d'or. Les autorités tentent de légaliser leur statut en créant des coopératives, mais ils sont des milliers. Le capitalisme effréné a laissé ici un lourd héritage de corruption et de destruction environnementale. Les gens n'ont pas oublié tout ce que la RDA a apporté de positif en Mongolie. Je me souviens d'une excellente collaboration. À bien y penser, l'accord signé à l'époque était assurément avantageux pour la Mongolie. Les contrats actuels, conclus selon les lois du capitalisme sauvage, aboutissent à ces résultats. On devrait en tirer une leçon. Pour ne pas nous laisser berner, nous devrions apprendre de ces erreurs et ne pas les répéter. Je suis déçu. Et je regrette beaucoup qu'une si bonne tradition ait pris fin. Mes amis allemands, travaillons à nouveau ensemble pour notre bénéfice mutuel. À l'heure actuelle, le pétrole brut et le gaz naturel sont des éléments clés du développement économique. Il reste maintenant à déterminer les ressources qui peuvent être exploitées en commun. Une fois l'euphorie du boom des matières premières retombée, une vision plus réaliste s'est imposée. Reste la nostalgie d'une époque plus faste et de l'ancien réseau d'amitié communiste. Ici, les bouleversements internationaux ont profondément marqué les parcours de vie de chacun. C'est un peu triste que cette tradition de coopération n'ait pas perduré et qu'on ait perdu de vue nos partenaires de longue date. Ici, chacun a dû faire son propre business pour survivre à l'époque. La transition a été plus rude qu'en Allemagne. Beaucoup de gens se sont retrouvés à la rue. Moyennant un optimisme à toute épreuve, bon nombre des anciens collègues de Friederacker ont tout de même réussi à s'en sortir. Un signe d'espoir pour un pays dont l'avenir est désormais entre les mains de la jeune génération. Pour le géologue allemand, Boro reste avant tout synonyme d'une grande aventure et d'amitié inoubliable,
à plus de 8000 km de chez lui. C'était ma première mission à l'étranger et la seule où ma famille m'a accompagné. Ça a été la plus intense et la plus passionnante. Ça a été longtemps chez moi.